C'était par une fraîche matinée d'automne, de ces matins qui semblaient baigner le village de Market Harrow de nuances rousses et dorées, que commençait le marché annuel. Des étals bordèrent la place pavée, proposant des paniers de pommes, des pots de miel, des châles de laine et, de temps à autre, un livre d'occasion dont les pages avaient depuis longtemps pris l'odeur du bois. L'ambiance était joyeuse, les voisins échangeant des salutations, et la cloche de la paroisse sonnant joyeusement en arrière-plan. Miss Jane Marple, emmitouflée dans son manteau gris tourterelle et portant son parapluie plus par habitude que par nécessité, déambulait dans la foule. Son regard semblait doux, distrait peut-être par les dahlias exposés dans le chariot d'un potier, mais en vérité, elle observait chacun qui parlait à qui évitait un certain regard et dont l'acclamation semblait trop forcée pour être réconfortante. Des années de vie villageoise lui avaient appris qu'un marché, tout comme un goûter, révélait souvent bien plus que ce que l'on pensait. Les enfants se précipitaient entre les étals en riant aux éclats. Un fermier discutait du prix des navets, et la femme du pasteur, rouge de rage à cause de l'air vif, tentait de recueillir des signatures pour une énième cause caritative. La vie s'écoulait avec la familiarité réconfortante de la routine, jusqu'à ce qu'un cri soudain la brise. Cela provenait du stand de tissus, au bord de la place. Une voix de femme, aiguë et paniquée, appelait à l'aide. La foule, comme tant de foules, hésita d'abord, confuse, puis se précipita vers le bruit. Miss Marple, sans se presser, suivit le flot des villageois inquiets. Là, affalée contre un rouleau de velours sombre, gisait Madame Lydia Arkwright, l'épicière, connue pour sa ponctualité à chaque réunion et sa propension à faire la morale. Son chapeau avait glissé sur le côté, une main gantée serrant encore un paquet d'épices. Son visage était pâle, terriblement pâle, et son immobilité était plus forte que n'importe quel cri. Pendant quelques instants, le silence s'installa. Puis, comme si un barrage avait cédé, bavardage et spéculation fusèrent parmi les spectateurs. Quelqu'un déclara qu'elle avait dû s'évanouir. Un autre murmura qu'elle avait le cœur fragile. Un jeune garçon jura l'avoir vu parler à un homme en manteau marron quelques minutes plus tôt, mais personne ne semblait savoir de qui il parlait. Le gendarme du village, le visage rouge et troublé, se fraya un chemin. Il s'accroupit, lui toucha le poignet et leva les yeux d'un air grave. « Elle est partie », murmura-t-il, bien que le tremblement de sa voix trahît son manque de préparation à une telle mission. Il annonça qu'il allait chercher le médecin, même si la plupart savaient que cela ne servirait à rien. Miss Marple se tenait juste derrière le cercle des villageois, l'extrémité de son parapluie reposant légèrement sur les pavés. Elle remarqua le châle qui avait glissé des épaules de Lydia, la légère touche d'épices à ses pieds et l'étrange absence de surprise dans les yeux d'un ou deux passants. Silencieusement, elle croisa ses mains gantées sur le parapluie et ne dit rien. À midi, Market Harrow n'était plus le théâtre d'étals joyeux et de commérages, mais celui de voix chuchotées et de spéculations. Madame Arkwright était si occupée, si opiniâtre, si vivante quelques instants avant sa mort. Et même si certains murmuraient des pensées de faiblesse cardiaque et de maladie soudaine, Miss Marple, avec sa douceur et sa simplicité, ressentait le picotement indéniable de quelque chose de plus sombre, car elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le changement des saisons, que mourir dans un lieu aussi public était rarement aussi simple. Dans l'après-midi, l'esprit festif du jour du marché s'était évanoui dans des murmures inquiétants. Les étals flamboyants étaient toujours là, mais leurs marchandises semblaient avoir perdu de leur charme. Les clients déambulaient en groupes distraits, leurs paniers à moitié remplis, le regard constamment rivé sur le coin où Madame Lydia Arkwright était tombée si brutalement. L'agent de police avait fait transporter son corps au cabinet du docteur Selby, mais cela n'avait guère apaisé la tension sur la place. Au contraire, cela avait donné aux villageois une raison supplémentaire de se rassembler pour jaser. Car c'est une vérité curieuse qu'une mort soudaine, surtout en public, suscite non seulement du chagrin, mais aussi un désir particulier de parler, d'interpréter et de juger. Market Harrow ne faisait pas exception. À l'étal de la boulangerie, Madame Bartlett, qui avait un don pour les brioches au raisin et les scandales, se pencha vers sa voisine. Elle déclara avec une grande autorité que Lydia souffrait depuis longtemps de palpitations cardiaques. « J'ai toujours dit qu'elle en faisait trop », murmura-t-elle, les yeux rivés sur elle pour s'assurer que les autres l'écoutaient. Les réunions, les comités, cette agitation incessante autour de l'exposition florale. Elle finirait bien par s'en rendre compte. Son auditrice, Madame Clegg, une femme corpulente qui aimait exprimer son désaccord, secoua la tête. Son cœur, rien de tel.
N'avez-vous pas vu comment elle s'est effondrée? Pas comme si elle s'était évanouie, hein, non, mais comme si elle avait été foudroyée. Croyez-moi, il y a plus que ça. Elle baissa la voix, dans un silence conspirateur. Quelqu'un l'avait vue se disputer juste avant qu'elle ne s'effondre. L'histoire se répandit rapidement. Lorsqu'elle parvint à la brouette du marchand de légumes, Lydia avait été surprise en pleine dispute avec un inconnu à l'étal de la draperie. Cet inconnu était devenu un ennemi de longue date, et, devant le bureau de poste, le récit s'était transformé en une rencontre clandestine avec un amant secret. Chaque récit s'adaptait à l'humeur du narrateur, et personne ne semblait se rendre compte du peu de choses que l'on savait. Miss Marple, qui s'était arrêtée au stand de thé pour une modeste tasse de thé Earl Grey, écoutait avec son air habituel de politesse distraite. Son expression ne trahissait jamais l'amusement, même si elle était intérieurement frappée par la rapidité avec laquelle les villageois avaient élaboré tout un patchwork de théories, chacune imprégnée de suspicion, de ressentiment ou d'imagination. Elle savait pertinemment que derrière chaque murmure se cachait davantage la nature de celui qui parlait que le défunt. Pendant ce temps, l'agent Hughes s'efforçait de maintenir l'ordre. Il était jeune, sérieux et bien plus à l'aise pour diriger la circulation que pour affronter une mort subite. Il tente de calmer les spéculations, mais chaque dénégation ne semblait que susciter de nouvelles inventions. Pressé de questions, il admet que le docteur Selby procéderait à un examen le soir même. Jusque-là, rien ne pouvait être affirmé avec certitude. Cela suffisait bien sûr à convaincre les villageois qu'il devait y avoir un soupçon sinistre. Examen était un mot qui suggérait poison, acte criminel, blessure cachée, toutes sortes de sombres possibilités. Lorsque les ombres de l'après-midi s'allongeaient, le consensus général était que Lydia Arkwright avait été assassinée, même si personne ne parvenait à s'accorder sur les circonstances ni sur l'auteur du meurtre. L'épouse du vicaire, Madame Linton, prit sur elle de réconforter les affligés. Elle parla avec ferveur du dévouement de Lydia aux œuvres caritatives et rappela à tous ceux qui l'entendaient que les ragots étaient inconvenants. Pourtant, même en grondant, ses yeux brillaient de curiosité, et ses questions sur les derniers instants de Lydia étaient tout aussi persistantes que celles des ragots du village. La nature humaine, songea Miss Marple, était infiniment constante. Dans le confortable Crown and Angel, le pub surplombant la place, un débat plus animé se déroulait. Chops à la main, des hommes spéculaient avec une autorité joyeuse. Certains s'affirmaient en eux que Lydia avait mangé quelque chose de désagréable, d'autres invoquaient la nervosité. Un colonel à la retraite déclarait avec délectation qu'il était tout simplement anormal de mourir au milieu d'un marché sans intervention extérieure. Il citait ses années d'expérience militaire pour prouver qu'il savait reconnaître une mort subie lorsqu'il en voyait une. C'est là aussi qu'une curieuse observation fut formulée pour la première fois par un jeune employé de la poste, réservé et discret. « J'ai cru voir un homme en manteau marron s'éloigner juste après sa chute, » dit-il avec hésitation. Le grand individu garda son chapeau bas. Je ne le reconnais pas. Son commentaire, une fois partagé, fut accueilli avec empressement. Bientôt, tout le monde se mit à la recherche de cette silhouette mystérieuse. Certains jurèrent se l'avoir aperçue, d'autres ajoutèrent des détails, des bottes boueuses de voyage, un air étranger, une claudication particulière. Que l'homme ait réellement existé ou qu'il ait été imaginé importait peu. Il devint le sujet de toutes les spéculations. Miss Marple, rentrant chez elle par le chemin tranquille qui longeait le cimetière, examina cette nouvelle avec sa douce minutie habituelle. Un étranger sur un marché de village n'était pas inhabituel. Pourtant, l'insistance avec laquelle l'histoire s'était répandue et le plaisir avec lequel les détails avaient été ajoutés en disaient un peu plus sur le désir des villageois de trouver un coupable extérieur que sur la réalité des faits. Elle savait que les gens n'aimaient pas soupçonner leurs voisins. Il était bien plus rassurant de pointer du doigt un inconnu. Arrivée à son petit portail, Miss Marple s'arrêta pour observer son jardin, les chrysanthèmes braves face au froid automnal. Ses pensées se tournèrent brièvement vers Lydia Arkwright elle-même. Lydia avait été redoutable lors des réunions paroissiales, prompte à critiquer les autres, mais aussi assidue, active et dotée d'une langue acérée qui lui avait valu à la fois admiration et ressentiment. Miss Marple songea que plus d'un éprouverait du soulagement plutôt que de la tristesse à sa disparition soudaine. C'était une triste vérité, mais néanmoins vraie. À l'intérieur, elle posa soigneusement son parapluie près de la porte et prépara son thé avec un calme et une attention particulière. Tout en remuant la tasse, elle se surprit à considérer le châle qui avait glissé des épaules de Lydia
et l'étrange dispersion d'épices à ses pieds. Un détail suffisamment insignifiant pour échapper à la plupart des regards, mais pour Miss Marple, les plus infimes détails avaient souvent la plus grande importance. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Market Harrow et que les villageois fermaient leurs volets pour se protéger du froid, les conversations dans chaque salon, cuisine et pub tournaient autour du même sujet. Qui avait vu quoi? Qui avait parlé en dernier à Lydia? À qui sa mort pouvait-elle profiter? À la lueur des bougies et des lampes, les histoires se précisaient, les soupçons se précisaient. Et au milieu de tout cela, dans son salon silencieux, son tricot sur les genoux, Miss Marple écoutait non pas les ragots, mais les schémas qui les sous-tendaient. Elle savait, par expérience, que la vérité du comportement humain se trouvait rarement dans les déclarations des gens, mais dans ce qu'ils cherchaient à dissimuler. Le lendemain matin, un soleil pâle et humide projetait de longues ombres sur Market Harrow. Pourtant, le calme du village était trompeur, car une énergie frémissante y palpitait. Les gens se levaient d'eux plutôt que d'habitude, non par devoir, mais par curiosité. Ils se rassemblèrent devant leur porte, s'attardèrent devant la boulangerie et flânaient à la poste, impatients d'échanger des bribes de nouvelles sur la mort subie de Lydia Arkwright. Au cabinet du docteur Selby, l'agent de police s'était posté avec la solennité d'un homme qui souhaitait paraître plus officiel qu'il ne l'était. Il répondait maladroitement aux questions, n'avouant que peu de choses. On savait déjà, cependant, que le docteur Selby avait procédé à un examen et que ses conclusions étaient, selon ses propres termes, peu concluantes. Pour la plupart, ce mot sonnait profondément suspect. Une maladie pouvait être déclarée avec certitude et un accident expliqué clairement, mais peu concluant, suggérait quelque chose de plus sombre, quelque chose de délibérément caché. En milieu de matinée, la moitié du village était convaincue que Lydia avait été empoisonnée. L'autre moitié restait indécise, mais méfiante. Toutes les conversations semblaient retourner autour de la possibilité que quelque chose se soit glissé dans son thé, ou de la poudre dissimulée dans son paquet d'épices. Aucun fait n'appuyait ces discussions, mais cela importait peu à l'imagination de Market Harrow. L'agent Hughes, troublé mais déterminé, avait commencé à recueillir les témoignages. Il rendait visite aux vendeurs du marché tour à tour, carnet à la main, griffonnant des souvenirs qui se contredisaient en permanence. Le vendeur de tissus jurait que Lydia avait l'air en parfaite santé jusqu'à son effondrement. L'épicier affirmait qu'elle était pâle depuis le début. Le libraire affirmait catégoriquement qu'elle avait été vue parlant sérieusement à quelqu'un quelques instants avant sa chute, bien qu'il ne se souvienne pas du visage de cette personne. Chaque témoignage ajoutait à la confusion plutôt qu'à la clarté. Miss Marple, quant à elle, vaquait tranquillement à ses occupations matinales, tricotant sur son porche comme si elle n'avait aucun souci au monde. Mais elle observait les allées et venues de son œil perçant, notant qui s'empressait de parler aux policiers, qui restaient en retrait et qui semblaient soucieux de rester discrets. Un tel comportement, elle le savait, en disait souvent plus que les mots eux-mêmes. Plus tard dans la journée, elle fit sa promenade habituelle dans la rue principale, sa silhouette frêle s'avançant avec une douce détermination. Elle s'arrêta chez le boulanger pour un petit pain, échangea des plaisanteries avec la receveuse de poste et s'arrêta pour admirer une nouvelle exposition de chrysanthèmes dans la vitrine du fleuriste. Chaque conversation était aussi calme que d'habitude, et pourtant elle écoutait attentivement, tirant des fils de vérité du tissu des ragots. Chez le fleuriste, Madame Harper parla à voix basse des récentes disputes de Lydia. Elle intervenait toujours, vous savez, dit Madame Harper, baissant la voix, mais sans enthousiasme. Pas plus tard que la semaine dernière, elle s'est disputée avec M. Prowse au sujet des comptes de la paroisse. Elle a prétendu qu'il y avait des incohérences. J'imagine qu'elle s'est fait quelques ennemis. Mademoiselle Marple inclina la tête d'un air pensif, l'air doux, même si intérieurement elle prit la remarque avec intérêt. Chez le marchand de légumes, M. Barton émit sa propre théorie. Rien de mystérieux. Lydia se tuait à la tâche. Toujours pressée, toujours à se plaindre. Les gens comme ça ne durent pas, croyez-moi. Ces paroles étaient prononcées avec conviction, mais Miss Marple remarqua sa façon d'éviter son regard et le tapotement nerveux de ses doigts sur le comptoir. La nervosité, elle le savait, n'était pas toujours synonyme de culpabilité, mais elle était rarement dénuée de sens. Cet après-midi-là, le gendarme convoqua le docteur Selby au presbytère pour une déposition plus formelle. Plusieurs villageois inventèrent des prétextes pour passer par le jardin du presbytère, espérant entendre la conversation. Miss Marple ne s'y attarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que tout ce qui serait dit finirait par alimenter la conversation. Et de fait, à l'heure du thé,
Il était de notoriété publique que le médecin avait admis qu'aucune cause naturelle ne pouvait être établie. Qu'il s'agisse d'un poison ou d'un autre phénomène tout aussi désagréable, cela restait indéterminé, mais l'implication pesait lourd dans l'air. C'est dans le jardin du presbytère que Miss Marple s'autorisa enfin une conversation avec la femme du pasteur, Madame Linton, à la fois bouleversée et fascinée par les événements. « C'est affreux, Jane. Tout simplement affreux, dit-elle en se tordant les mains. Pauvre Lydia, emportée si soudainement. Et pourtant, il semble presque impossible, n'est-ce pas, qu'elle soit morte sans raison? Pensez-vous » Elle baissa la voix d'un ton conspirateur. « Pensez-vous que quelqu'un lui ait voulu du mal ?» Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement, tandis qu'elle réfléchissait. « Il ne faut jamais être surpris, ma chère, » répondit-elle doucement. « La nature humaine est bien curieuse. Nous sommes tous si doués pour cacher nos petites rancunes, jusqu'au moment où elles s'échappent. » Ces paroles étaient prononcées avec une simplicité si calme que Madame Linton, bien que troublée, ne parvenait pas à déterminer si elles étaient profondes ou simplement vagues. Le soir, un petit rassemblement se forma dans le confort douillet du Crown and Angel. Parmi eux se trouvait le colonel Fitzroy, qui avait une fois de plus pris l'initiative de fournir des analogies militaires. C'était un coup franc, je vous le dis. Pas un évanouissement, pas un faux pas. J'ai vu des hommes tomber au combat, et c'était le même regard. Soudain, définitivement, je dis meurtre. Il frappa la table avec conviction, s'attirant les acquiescements de ceux qui croyaient à un tel drame. C'est à ce moment précis que le mystérieux inconnu au manteau brun fut à nouveau évoqué. Cette fois, il était devenu presque légendaire. Certains juraient l'avoir vu partir par le chemin de l'église. D'autres affirmaient qu'il avait posé des questions à la poste, et d'autres encore insistèrent sur le fait qu'il avait été repéré plus tôt dans la semaine à la gare. Chaque nouveau détail semblait confirmer son existence tout en le rendant moins identifiable. Miss Marple, lorsque sa femme de chambre lui raconta ces histoires plus tard, se contenta de hausser légèrement les sourcils. « On n'aime pas penser aux désagréments de chez soi, » murmura-t-elle. « Il est toujours tellement plus facile d'imaginer un étranger que de regarder son voisin. » Elle retourna à son tricot, le regard pensif. Elle avait déjà vu le même scénario se reproduire, dans d'autres villages, lors d'autres tragédies. La vérité, elle le savait, ne résidait pas dans ces étrangers imaginaires, mais dans les relations très ordinaires que les gens entretenaient avec eux au quotidien. À la tombée de la nuit, la rumeur officielle persistait. La mort de Lydia Arkwright était inexpliquée, mais le village avait déjà pris sa décision. Certains croyaient fermement à un empoisonnement, d'autres à une maladie soudaine, mais tous s'accordaient à dire que c'était le début d'un scandale. Doucement, la suspicion s'amplifia, enveloppant Market Harrow comme une brume automnale rampante. Et dans son petit salon, Miss Marple, assise avec son tricot et sa tasse de thé, réfléchissait doucement aux petits détails. Les épices éparpillées sur les pavés, le châle tombé sans qu'on s'en aperçoive, le curieux mélange de peur et d'impatience dans les commérages des villageois. Elle ne disait rien, mais ses pensées s'engageaient déjà sur des chemins que personne n'avait encore envisagés. L'enquête, en vérité, ne faisait que commencer. Le village s'éveilla au matin suivant la mort de Lydia Arkwright, avec un malaise plus aigu. La cloche de l'église sonnait comme d'habitude, les pains des boulangers enfournés, et la charrette de lait roulait dans le chemin, mais tout semblait empreint de suspicion. Les gens se saluaient avec les mêmes mots polis, mais leurs regards cherchaient des signes, leur voix était hésitante, et chaque rencontre semblait porter cette question tacite. Qui d'entre nous aurait pu faire cela? L'agent Hughes, toujours perturbé mais animé d'un sens du devoir grandissant, avait commencé à s'engager sur ce qui lui semblait une voie plausible. Il ne servait à rien, se dit-il, de laisser les villageois raconter sans fin des histoires d'étrangers mystérieux. Mieux valait regarder plus près de chez soi. Après tout, les morts subites survenaient rarement sans raison. Et Lydia Arkwright, bien qu'apparemment respectable, était une femme qui suscitait autant d'irritation que d'admiration. En fin de matinée, la rumeur s'était déjà répandue que Hughes posait des questions pointues à M. Barton, le marchand de fruits et légumes. On avait souvent entendu Barton se plaindre des plaintes de Lydia concernant la fraîcheur de ses produits. Certains se souvenaient de propos acerbes échangés au marché une semaine plus tôt, lorsque Lydia l'avait accusé, devant plusieurs clients, de vendre des pommes abîmées au prix fort. La scène avait été désagréable et difficile à oublier. À la boulangerie, Madame Bartlett hocha sagement la tête en annonçant la nouvelle. « Je l'ai dit dès le début », déclara-t-elle à un groupe de femmes serrant leur panier. «
Cet homme est trop emporté. Il n'y avait qu'à voir la façon dont il rougit lorsqu'elle le gronda. Croyez-moi, il aurait pu faire quelque chose d'irréfléchi. Miss Marple, qui attendait patiemment son demi-pain, ne répondit pas. Elle remarqua cependant l'empressement avec lequel Madame Bartlett présenta sa théorie, comme pour confirmer un soupçon déjà formé plutôt que pour en vérifier la véracité. Entre-temps, un autre nom commençait à émerger. M. Prowse, marguillier et trésorier des comptes de la paroisse, aurait été interpellé par Lydia au sujet de prétendues incohérences. Bien que personne ne puisse affirmer avec certitude de quoi il s'agissait, l'histoire avait pris racine. Madame Harper, disposant de chrysanthèmes dans sa vitrine, la raconta avec délectation. Elle l'avait embarrassée, vous savez, lors de la dernière réunion du comité. Elle avait dit que certains chiffres ne collaient pas. Imaginez l'humiliation. Un homme dans sa position accusé d'incurie, voire pire. On n'oublie pas ces choses-là. L'idée que M. Prowse avait un mobile fit rapidement son chemin. Il était perçu comme un homme fier, méticuleux et profondément soucieux de sa réputation. Être accusé de malhonnêteté par Lydia, dans une salle remplie de ses pairs, aurait pu être une véritable blessure d'orgueil. Qu'une telle blessure puisse pousser un homme au meurtre était une autre question, mais dans le terreau fertile des ragots du village, la chose devint une certitude. L'agent Hughes, manquant d'expérience pour comparer les rumeurs aux faits, nota consciencieusement chaque suggestion. Il interrogea Barton, qui rougit, et se mit sur la défensive, niant tout acte répréhensible. Il interrogea ensuite Prowse, qui se raidit et s'offusqua, déclarant l'idée même absurde. Ces deux dénégations ne contribuèrent guère à les dissiper aux yeux des villageois. En réalité, elles semblèrent confirmer les soupçons, car chacun sait que la colère résonne souvent plus fort que l'innocence silencieuse. Miss Marple, écoutant ces récits tout en sirotant du thé avec Madame Linton dans le jardin du presbytère, se contenta de pincer les lèvres. « Il est intéressant, dit-elle doucement, de voir avec quelle rapidité on s'en prend à ceux avec qui on s'est disputé. Il est si naturel de supposer que la colère mène à la violence. Pourtant, d'après mon expérience, la colère est souvent une fanfaronnade, tandis que d'autres sentiments, ressentiment, envie, humiliation, persistent suffisamment longtemps pour causer un réel préjudice. » Madame Linton hocha la tête avec sérieux, sans toutefois saisir pleinement la portée de ce qui était dit. Ce soir-là, le Crown and Angel était particulièrement animé, car les hommes étaient avides de partager leurs théories. Barton fut accusé d'être colérique, Prowse de sournoiserie et d'orgueil, et le docteur Selby lui-même fut l'objet de murmures de suspicion pour le flou de ses conclusions. « Les médecins peuvent cacher des choses, » insista le colonel à la retraite, en agitant le doigt. « J'ai déjà vu ça. Trop intelligent, celui-là. » La remarque déclencha des rires, mais sema aussi le doute dans l'esprit des auditeurs. Ce que personne ne mentionnait, du moins pas à voix haute, c'était que Lydia Arkwright était une femme qui semblait susciter des sentiments forts partout où elle allait. Certains lui devaient gratitude, beaucoup son irritation, et quelques-uns nourrissaient peut-être une rancune plus profonde qu'ils ne voulaient l'admettre. L'hypothèse que sa mort ait pu résulter d'une vieille querelle, dissimulée sous la politesse du village, était une hypothèse que peu souhaitaient envisager ouvertement. Il était plus facile, après tout, d'accuser Barton de son tempérament ou Prowse de son orgueil. Miss Marple, rentrant chez elle par la fraîcheur du soir, réfléchissait à ces événements avec une patience sereine. Elle avait perçu le caractère supposé de Barton, et elle le connaissait pour ce qu'il était, un homme agacé par la critique, prompt à rougir, mais peu enclin à la cruauté. Elle avait perçu l'orgueil de Prowse, et, bien qu'elle n'en doutât pas, elle savait aussi que l'orgueil seul poussait rarement un homme à des mesures désespérées sans un enjeu plus urgent. Ce qui l'intéressait davantage, c'était la subtilité des ragots. Avec quelle rapidité les soupçons s'étaient rapportés sur ceux qui s'étaient disputés avec Lydia en public, tandis que les relations plus discrètes et subtiles restaient impunies. La nature humaine, songea Miss Marple, préférait toujours l'évidence. Pourtant, c'était rarement l'évidence qui détenait la vérité. En arrivant au portail de son jardin, elle s'arrêta pour contempler une fois de plus les chrysanthèmes, dont les pétales pâlissaient dans le crépuscule. Elle pensa au châle tombé aux pieds de Lydia, aux épices dispersées avec leur finesse révélatrice, et aux villageois qui avaient observé si attentivement sans se rendre compte de ce qu'ils voyaient. Elle pensa aussi à l'étranger au manteau brun, une silhouette plus commode que réelle, et à la façon dont le village s'était emparé de lui pour éviter l'inconfort de regarder de plus près. Dans son salon, son tricot, reposé sur ses genoux, Miss Marple réfléchissait tranquillement. La police continuait de surveiller Barton et Prowse, chaque déni alimentant les soupçons,
Mais elle, avec son regard doux et son calme, observait différemment. Elle remarquait qui évitait complètement de parler de Lydia, qui compensait par un chagrin excessif et qui modifiait légèrement ses histoires à chaque récit. Car c'est souvent dans ces petits changements que la vérité se révélait. Le village de Market Harrow croyait se rapprocher d'une réponse. Miss Marple, dans sa douce certitude, savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface. Le cœur du problème, comme toujours, était plus profond et n'avait pas encore été révélé. Les jours qui suivirent la mort subie de Lydia Arkwright se passèrent dans un curieux mélange d'agitation et de routine. Market Harrow continuait ses activités sans changement apparent. Le courrier était toujours distribué. Les pains du boulanger étaient épuisés à midi, et la cloche de l'église marquait les heures. Mais sous ce rythme régnait une suspicion sous-jacente qui imprégnait chaque conversation. Il semblait qu'aucun foyer n'était à l'abri des spéculations. On ne parlait guère d'autre chose, chacun convaincu que son interprétation était la plus logique, même si aucune ne reposait sur autre chose que des rumeurs. L'agent Hughes, après avoir longuement interrogé Barton et Prowse, s'était installé dans la conviction que l'un ou l'autre était certainement coupable. Ses notes étaient remplies de récits de querelles, de voix élevées et d'amour-propre blessé. Qu'aucun des deux hommes ne puisse être directement lié aux derniers instants de Lydia ne le troublait pas autant qu'il aurait dû. Il s'accrochait plutôt à l'évidence, impatient de présenter les avancées d'une enquête qui lui paraissait déjà trop lourde pour ses épaules inexpérimentées. Miss Marple, cependant, restait sceptique. Elle avait vu les esprits s'échauffer au village assez souvent pour savoir que les querelles publiques étaient rarement la véritable source de malveillance privée. La nature humaine, songea-t-elle un soir, assise au coin du feu, était bien plus complexe. Le ressentiment grandissait discrètement, sous des couches de politesse, nourri par les petites humiliations et les affronts que la plupart des autres ignoraient. Ce sont ces racines cachées, et non les branches visibles, qui portaient le fruit de la violence. C'est au cours d'une promenade solitaire, le lendemain matin, que Miss Marple se rappela un détail que d'autres avaient négligé. Elle emprunta le sentier qui menait de son cottage à la rue principale, son parapluie tapotant doucement les pavés. Les étals du marché avaient déjà été démontés pour la semaine, mais il restait quelques vestiges. Un ruban de papier, une pomme abîmée, et près du coin où Lydia s'était effondrée, une légère tache sombre sur les pavés. La plupart des villageois l'avaient enjambé sans même y prêter attention, le prenant pour du thé renversé ou un reste de baies écrasées. Miss Marple, cependant, marqua une pause. Elle se pencha légèrement, veillant à ne pas attirer l'attention, et observa le léger parfum d'épices qui persistait malgré la brise d'automne. L'odeur était distinctement forte, amère, loin de la chaleur agréable de cannelle ou de muscade qu'on pourrait attendre du colis de Lydia. Au contraire, elle avait une saveur médicinale qui réveillait un souvenir des années plus tôt, lorsqu'elle avait aidé à soigner un voisin malade. Elle ne s'attarda pas, mais se redressa lentement, l'air douce. Aux yeux de tous, elle apparaissait comme une vieille femme curieuse examinant les pavés. Pourtant, intérieurement, son esprit commença à arranger les pièces avec une précision silencieuse. Le paquet d'épices de Lydia avait bel et bien fait partie de la scène. Mais pourquoi contenait-il quelque chose qui sentait moins la chaleur de la cuisine que le parfum de l'étagère de l'apothicaire? Plus tard dans la journée, elle s'arrêta à la draperie où Madame Clegg rangeait des rouleaux de tissu. La conversation dérivait naturellement vers Lydia, comme toutes les conversations. Madame Clegg, baissant la voix, confia que Lydia avait l'habitude de commander des épices inhabituelles pour sa cuisine, des choses qui, disait-elle, ajoutèrent du caractère à des plats autrement simples. Elle les faisait venir de Londres, vous savez, dit Madame Clegg en reniflant, toujours à vouloir paraître plus grande que nous. Miss Marple hocha la tête avec sympathie, mais ses pensées s'attardèrent sur l'odeur qu'elle avait reconnue. Ce n'était pas une épice pour ragoût ou dessert. Elle appartenait plutôt à un tiroir à médicaments, administré avec précaution et jamais confondu avec un assaisonnement. Un indice insignifiant mais vital, négligé par presque tout le monde. Ce soir-là, elle reçut la visite de Madame Linton, l'épouse du vicaire, qui arriva le visage rayonnant de sympathie et de curiosité. Elle portait un panier de scones qu'elle déposa avec cérémonie sur la table de Mademoiselle Marple avant de s'installer pour raconter les derniers événements. Selon Madame Linton, l'agent Hughes s'apprêtait à interroger Barton tant il était convaincu du caractère et de l'opportunité du marchand de légumes. « Ce serait terrible si cela s'avérait vrai, » dit gravement Madame Linton. « Mais bien sûr, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur tous ces fruits et légumes, on ne sait jamais ce qui pourrait bien se cacher. » Miss Marple offrit du thé à son invité
et l'écouta avec bienveillance, même si, intérieurement, elle savait que Hughes s'engageait sur une voie de distraction. L'indice ne résidait pas dans les fruits ou l'humeur, mais dans le paquet même que Lydia avait serré dans ses bras au moment de sa mort. Les doigts de Miss Marple reposèrent légèrement sur sa tasse de thé, repensant à l'odeur amère et aux pierres éparpillées négligemment sur les pavés. Ce qui l'intéressait encore plus, c'était le châle. Elle avait remarqué, lors de la chute de Lydia, que le châle avait glissé de ses épaules d'une manière étrange, presque comme tiré. Rares étaient ceux qui l'avaient remarqué, car dans la confusion d'un effondrement, de tels détails passaient facilement inaperçus. Mais Miss Marple, avec son habitude de remarquer les petits détails domestiques, savait faire la différence entre un vêtement qui glisse naturellement et un vêtement déplacé par une secousse ou un mouvement soudain. Pourquoi avait-il glissé? Lydia avait-elle tendu la main vers quelque chose? Ou quelqu'un l'avait-il frôlé à cet instant précis? Ses pensées l'occupèrent tranquillement, tandis que Madame Linton discutait des théories du colonel et des dernières décorations de Madame Bartlett. Enfin, lorsque son invité fut parti, Mademoiselle Marple retourna à son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement à la lumière de la lampe. Son esprit, cependant, n'était pas concentré sur le motif de la laine, mais sur celui du village. Le caractère de Barton, l'orgueil de Prowse, la langue acérée de Lydia et l'étrange paquet d'épices. Tous ses fils s'entrelacèrent d'une manière que la plupart de ses voisins ne pouvaient voir. Le lendemain, les spéculations s'enflammèrent. La rumeur se répandit que Lydia s'était rendue chez l'apothicaire une semaine seulement avant sa mort. M. Farrow, l'apothicaire en personne, resta discret, mais avoua à l'agent Hughes qu'elle avait acheté une petite quantité de poudre médicinale, prétendant qu'elle était destinée à un cousin souffrant de troubles digestifs. Cette révélation fit jaser. Si Lydia avait acheté des médicaments, pourquoi n'en avait-elle pas parlé à ses proches? Et qu'avait-elle acheté exactement? Miss Marple, ayant entendu l'histoire au bureau de poste, sentit ses premiers soupçons confirmés. L'odeur sur les pavés ne l'avait pas trompée. Ce n'était pas une épice ordinaire, mais quelque chose qui, utilisé avec négligence ou intention, pouvait s'avérer extrêmement dangereux. Elle ne dit rien à voix haute, car il était inutile d'attirer l'attention sur sa connaissance trop tôt. Au lieu de cela, elle plia soigneusement ses lettres dans son sac à main et rentra chez elle avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a trouvé une petite mais révélatrice pièce du puzzle. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait à nouveau sur Market Harrow, le village semblait partagé entre peur et fascination. Les voisins s'observaient avec prudence, mais ne pouvaient s'empêcher de se rassembler pour échanger leurs théories. La boutique de Barton était plus vide que d'habitude, car certains avaient décidé que son tempérament rendait ses pommes dangereuses. Prowse gardait la tête haute, même si les murmures, dans son dos s'étaient intensifiés, et dans le confort douillet du Crown and Angel, le colonel déclara avec une certitude retentissante que le poison était la seule explication. Dans sa chaumière, Miss Marple laissa tomber son tricot et contempla la ruelle sombre. Elle pensa à la vie de Lydia, occupée par les comités et les querelles, jalonnée d'ambition et de paroles acerbes. Elle pensa aussi au paquet d'épices, à l'odeur amère sur les pavés et au châle qui avait glissé trop soudainement. C'étaient de petites choses, presque des broutilles, mais d'après la longue expérience de Miss Marple, ce sont toujours les broutilles qui trahissent la vérité. L'enquête, de toute évidence, se concentrait sur Barton et Prowse. Pourtant, Miss Marple, avec son regard doux et sa certitude tranquille, savait que la vérité se trouverait ailleurs, et même si elle n'avait pas encore une vue d'ensemble, elle sentait le fil conducteur qui, une fois suivi, allait démêler les chevaux de tromperie entourant la mort de Lydia Arkwright. Le malaise à Market Harrow ne diminua pas au fil de la semaine, il s'intensifia. Il semblait que la mort soudaine de Lydia Arkwright avait déchiré le voile qui maintenait habituellement la vie du village ordonnée et polie. Maintenant, sous la surface, de vieux griefs et des hontes intimes refirent surface, surgissant d'une manière qui surprit même ceux qui les portaient. L'agent Hughes, déterminé à faire des progrès, annonça qu'il organiserait une série d'entretiens plus formels dans la salle paroissiale. Cela provoqua une excitation sans fin parmi les villageois. Les gens s'attardèrent dehors, chuchotant, tandis que les personnes appelées en ressortaient le visage rouge ou les lèvres pincées. Bien que Hughes peinât à rester sérieux, il était bien trop jeune et inexpérimenté pour empêcher que les entretiens ne nourrissent de nouvelles spéculations. Chaque nom appelé, chaque expression aperçue devenait matière à commérage. M. Barton, le marchand de légumes, fut appelé en premier. Son retour sur la place fut un spectacle pour tous. Il marchait d'un pas raide, les oreillers écarlates,
et marmonnait des questions insensées. Ceux qui le détestaient y voyaient une preuve de culpabilité. Ceux qui l'appréciaient plaignaient son embarras. Le fait que Barton se soit simplement laissé troubler par les questions maladroites du policier importait moins que l'impression qu'il donnait. Puis arriva M. Prowse, qui entra dans la salle avec une dignité guindée et en ressortit avec une expression frisant la fureur. La nouvelle se répandit rapidement que les accusations de Lydia concernant les comptes de la paroisse avaient donc été répétées lors de l'interrogatoire. Bien que Prowse nie tout acte répréhensible, son orgueil était à nouveau blessé. On l'entendit murmurer que Lydia avait eu ce qu'elle méritait, des paroles qui, une fois entendues par Madame Bartlett, se répercutèrent dans la moitié du village avant la tombée de la nuit. Le soir venu, on parlait de Prowse comme d'un homme qui avait avoué sa culpabilité en public, alors qu'il n'avait rien fait de tel. Mais ce fut le tour de Madame Harper, la fleuriste, qui fit véritablement jaser. Personne ne l'avait considérée comme une figure d'intérêt jusqu'à ce qu'elle quitte la salle paroissiale les larmes aux yeux. Ce spectacle était irrésistible pour un village qui vivait des apparences. En quelques heures, la rumeur se répandit que Madame Harper avait avoué une violente dispute avec Lydia. Le lendemain matin, l'histoire comportait des dettes, des menaces et même des soupçons de scandale. La fleuriste, autrefois considérée comme bienveillante et inoffensive, se retrouva l'objet d'une suspicion renouvelée. Miss Marple, tricotant tranquillement dans son jardin, entendait toutes ces histoires racontées par les voisins les uns après les autres. Elle ne posait aucune question suggestive, et pourtant chacun semblait désireux de se confier, comme si le partage de soupçons atténuait leur propre malaise. Miss Marple écoutait, hochant la tête par intermittence, mais derrière son expression douce, son esprit s'agitait avec constance. Elle savait par expérience que les ragots, bien que peu fiables dans leurs détails, cachaient souvent des vérités sous-jacentes. Les larmes de Madame Harper, par exemple, n'étaient probablement pas un signe de culpabilité, mais elles pouvaient traduire la peur de quelque chose que Lydia avait connu. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'arrêta à la poste, où le jeune monsieur Clark, le commis, la salua nerveusement. Ses mains tremblaient, tandis qu'il triait le courrier, et il laissa tomber un paquet à 2 reprises avant de réussir à lui remettre le courrier. Miss Marple, par une remarque aimable, le rassura, mais elle remarqua son trouble. La veille encore, elle avait entendu parler de lui à propos de Lydia. Lydia aurait fait allusion à des irrégularités dans la gestion de certains comptes à la poste, mais personne ne put dire précisément ce qu'elle voulait dire. Peut-être n'était-ce rien, ou peut-être le jeune homme craignait-il que Lydia en sache plus qu'elle ne l'avait jamais dit à voix haute. Ce soir-là, dans le confort douillet du Crown and Angel, la tension monta encore. Le colonel Fitzroy, rouge de bière, déclara haut et fort que Lydia s'était ingérée jusqu'au bout des ongles et que sa faim était la conséquence naturelle de son indiscrétion. Certains le réprimandèrent vivement, tandis que d'autres murmuraient leur accord. Le colonel, qui n'évitait jamais les querelles, haussa le ton jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence par M. Barton, qui cria que lui-même s'était disputé avec Lydia au sujet du concours horticole. La salle explosa en dispute, chacun s'empressant de rappeler ses propres griefs, jusqu'à ce que le propriétaire soit contraint d'intervenir. La dispute au pub se propagea dans tout le village, chaque récit renforçant le sentiment que Lydia avait été entourée d'inimitié de toutes parts. Il semblait que presque tout le monde ait été en froid avec elle à un moment ou à un autre, que ce soit lors d'expositions florales, de réunions paroissiales ou de remarques privées. La conclusion qu'elle avait dû être assassinée se renforçait non pas à cause des preuves, mais parce qu'il devenait de plus en plus évident que de nombreuses personnes avaient pu lui vouloir du mal. Miss Marple, cependant, examinait ces histoires d'un œil plus calme. Elle savait que Lydia avait la langue bien pendue et un sens aigu de sa propre importance, mais elle savait aussi que la plupart des gens supportaient tels affronts sans les prendre au sérieux. Le ressentiment seul ne menait pas au meurtre. Ce qu'elle recherchait, c'était le signe de quelqu'un ayant plus à perdre que son orgueil. Quelqu'un pour qui les informations ou l'ingérence de Lydia représentaient une réelle menace. Un soir, Miss Marple était assise avec Madame Linton au presbytère. Les 2 femmes tricotaient en silence devant le feu. Enfin, Madame Linton prit la parole. « Jane, j'avoue que je suis troublée. Lydia n'était pas une amie proche, mais elle faisait du bon travail pour la paroisse. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle en savait trop sur les affaires des autres. Elle avait le don de découvrir des choses, vous savez. Le mois dernier encore, elle m'a fait allusion à une affaire impliquant Madame Harper. Elle n'a pas voulu dire quoi, mais son ton était des plus suggestifs. Miss Marple baissa les yeux sur son tricot, ses aiguilles bougeant avec une précision constante.
Oui, ma chérie, dit-elle doucement. On a remarqué que Lydia aimait savoir ce que les autres préféraient garder secret. Un passe-temps dangereux si l'on y réfléchit bien. On pardonne un affront, mais on pardonne rarement une révélation. Madame Linton frissonna, comme si ces paroles douces avaient plus de poids qu'elles ne le semblaient au premier abord. À la fin de la semaine, Market Harrow était un lieu divisé non par des rues ou des haies, mais par la suspicion. Les voisins, qui s'étaient autrefois salués chaleureusement, hésitèrent désormais, hésitant entre faire confiance ou douter. Une remarque fortuite fut perçue comme une preuve d'un chagrin pris pour de la culpabilité. Des secrets, longtemps enfouis, commencèrent à s'agiter. Dettes impayées, liaisons chuchotées, querelles enfouies depuis longtemps mais jamais oubliées. Et dans sa chaumière silencieuse, Miss Marple continuait d'observer, d'écouter et de noter. Elle observait les larmes du fleuriste, les mains tremblantes du commis, les fanfaronnades du colonel et la colère de l'épicier. Chacun était une pièce d'un puzzle plus vaste, même si aucun ne pouvait à lui seul l'expliquer. L'indice caché ne résidait pas seulement dans l'épice ou le châle, mais dans le réseau de cœurs humains qui entourait Lydia Arkwright. La vérité, Miss Marple en était certaine, éclaterait bien assez tôt. Mais ce ne serait pas à travers des accusations hurlées au pub ou des soupçons murmurés à la boulangerie. Ce serait à travers les petits détails, les subtils revirements et les craintes cachées de ceux qui avaient été le plus à perdre si la langue acérée de Lydia avait dit un mot de trop. Le lundi suivant, Market Harrow s'était installé dans un rythme étrange, mi-travail, mi-commérage. Les champs étaient entretenus, les boutiques ouvertes, mais on ne parlait jamais de récolte ni de prix. Chaque conversation ramenait inévitablement à Lydia Arkwright et au mystère qui planait sur sa mort. Les entretiens à la salle paroissiale n'avaient rien apporté de clair, seulement davantage de rumeurs, et le village semblait suspendu entre suspicion et effroi. Puis, alors que les spéculations commençaient à se répéter, une nouvelle perturbation survint. La nouvelle se répandit qu'un autre incident s'était produit, et cette fois, on ne pouvait plus le considérer comme une coïncidence. C'est Madame Harper, la fleuriste, qui donna l'alerte. Tôt ce matin-là, elle découvrit que son arrière-boutique avait été cambriolée. La porte, habituellement verrouillée, avait été forcée, et plusieurs pots de poudre et de teinture manquaient sur son étagère. Rien d'autre n'avait été volé, ni argent, ni outils, ni fleurs. Seuls les pots, dont beaucoup contenaient soit les herbes séchées et les mélanges qu'elle conservait pour ses conserves florales spéciales. Certains étaient inoffensifs, mais d'autres, entre de mauvaises mains, pouvaient s'avérer dangereux. La nouvelle se répandit dans le village à une vitesse étonnante. Lorsque Miss Marple atteignit la rue principale ce matin-là, des petits groupes de villageois chuchotaient avec urgence. La conclusion s'imposa naturellement à tous. Quelqu'un cherchait des poisons. La mort de Lydia, autrefois soupçonnée d'un simple meurtre, semblait désormais certaine. Le cambriolage l'avait confirmé, du moins c'est ce que déclarèrent les villageois. L'agent Hughes, épuisé et pâle, inspecta l'arrière-boutique du fleuriste avec toute la gravité dont il était capable. Il griffonna furieusement dans son carnet et déclara qu'il allait se renseigner, bien que la vue de la porte brisée et de la rangée ordonnée de pots manquants sembla le déconcerter. Pressé par les villageois rassemblés, il marmonna que le vol suggérait une machination et que l'affaire était très grave. Ces paroles, bien que vagues, suffirent à alimenter les rumeurs pendant une semaine encore. Madame Harper elle-même était désemparée. Elle serrait son tablier, les yeux écarquillés par la peur, affirmant qu'elle n'avait pas d'ennemis et que ces herbes étaient si réservées à un usage légitime. Mais les villageois, déjà enclins à la suspicion, commençaient à la voir sous un jour nouveau. Pourquoi avait-elle conservé de telles substances? Pourquoi Lydia avait-elle parlé d'elle quelques semaines auparavant? Et maintenant, avec le cambriolage, ne s'ensuivait-il pas que la fleuriste devait être mêlée à cette sombre affaire? Miss Marple, debout silencieusement près de la porte, observait la scène avec sa douce attention habituelle. Elle remarqua que les pots emportés n'étaient pas ceux couramment utilisés pour les compositions florales, mais ceux qu'on pouvait facilement confondre avec des potions médicinales. De la valériane, des feuilles de digital et un autre que Miss Marple elle-même reconnaissait comme dangereux en cas de mauvaise utilisation. Le choix n'était pas aléatoire. Celui qui était entré dans la boutique savait précisément quoi prendre. Plus tard dans la journée, le petit salon du Crown and Angel était bondé, l'air chargé de fumée et de certitude. Le colonel Fitzroy, comme toujours, prononça son jugement. Cela confirme entièrement mes dires. Du poison, mesdames et messieurs, du poison sans l'ombre d'un doute.
La brave femme a été terrassée par une potion glissée dans sa nourriture ou sa boisson. Et maintenant, quelqu'un tente de brouiller les pistes. Notez bien, le même scélérat qui a tué Lydia s'est introduit dans ce magasin. Les autres hochèrent gravement la tête, même si certains échangèrent des regards incertains. M. Barton murmura qu'il aurait tout aussi bien pu s'agir de garçons malicieux, mais peu lui prêtèrent attention. L'histoire d'un empoisonneur en liberté s'était solidement enracinée, et aucun bon sens ne pourrait la déloger. Pendant ce temps, Miss Marple accepta une tasse de thé au presbytère, où Mme Linton était en pleine agitation. « Je le déclare, Jane, nous vivons au milieu de la méchanceté. Qui aurait cru que notre paisible village puisse abriter une telle malveillance? D'abord Lydia, et maintenant ceci. J'ose à peine mettre le nez dehors. » Miss Marple la calma par des paroles douces, mais son esprit était occupé ailleurs. Elle repensa à l'odeur qu'elle avait détectée sur les pavés, si semblable à celle d'une dangereuse poudre médicinale. Le cambriolage, bien qu'inquiétant, semblait presque trop opportun. Si l'on voulait orienter les soupçons vers des poisons, y avait-il un meilleur moyen que de dérober des pots sur l'étagère d'un fleuriste? Dans les jours qui suivirent, l'incident prit une ampleur inédite. La fleuriste, autrefois prise en pitié, était désormais considérée avec méfiance. Les parents conseillaient à leurs enfants de ne pas s'attarder près de sa boutique, et les clients parlèrent d'aller faire leurs courses ailleurs. Madame Harper clama son innocence en larmes, mais sa réputation avait déjà été ternie. C'était une cruelle ironie, songea Miss Marple, que le cambriolage lui ait fait le plus de mal, même si elle n'y était peut-être pour rien. Ce rebondissement perturba également l'enquête du gendarme. Il avait eu confiance en ses soupçons contre Barton et Prowse, mais il était désormais contraint d'élargir son cercle. Poison suggérait planification, connaissance et accès à certaines substances. Le tempérament de Barton semblait un instrument trop brutal pour une méthode aussi subtile. L'orgueil de Prowse pouvait le pousser à des paroles dures, mais allait-il jusqu'à glisser des poudres dans la nourriture d'un voisin? Le gendarme resta les sourcils froncés par ses notes, plus incertain qu'auparavant. Miss Marple, cependant, commença à percevoir une part de vérité dans cette confusion. Si Lydia avait bel et bien été tuée par empoisonnement, l'affaire des épices devenait encore plus révélatrice. Pourquoi les avait-elle sur elle au moment de son évanouissement? Était-ce le hasard, ou avaient-ils été les moyens mêmes utilisés contre elle? Et pourquoi le cambriolage n'avait-il eu lieu qu'après que les soupçons se soient déjà portés sur des poisons? Miss Marple avait l'impression que quelqu'un cherchait non pas à effacer les preuves, mais à renforcer l'idée d'une méthode particulière. C'était, pensa-t-elle, une démarche curieuse. Un soir, assise près de son feu, ses aiguilles à tricoter s'agitant à un rythme régulier, Miss Marple réfléchit aux particularités de la tromperie humaine. Les coupables, d'après son expérience, se trahissaient souvent non par ce qu'ils dissimulaient, mais par ce qu'ils mettaient en valeur. Ils insistaient trop sur une direction, espérant que d'autres suivraient, et ce faisant, révélaient plus qu'ils ne le souhaitaient. Le cambriolage de la boutique du fleuriste lui sembla être une telle insistance, trop soigné, trop opportun, trop prompt à confirmer ce que les gens soupçonnèrent déjà. Le village, cependant, n'était pas enclin à de telles subtilités. Pour la plupart, l'affaire était simple. Lydia avait été empoisonnée. Le cambrioleur avait cherché à se procurer ou à dissimuler davantage de poison. Par conséquent, le coupable devait être parmi ceux qui avaient accès à de telles substances. La conclusion était évidente et, aux yeux de Miss Marple, beaucoup trop évidente. Les soirées d'automne s'allongeaient, la brume s'enroulait le long des haies, et Market Arrow vivait sous l'ombre mêlée de peur et de fascination. Les voisins fermèrent leurs portes avec plus de soin, mais les commérages étaient bien plus libres que jamais. La suspicion grandissait comme du lierre, envahissant chaque conversation. Et dans son cottage tranquille, Miss Marple posa son tricot, se servit une tasse de thé et esquissa un léger sourire. Le mystère était loin d'être résolu, mais elle était certaine que le cambriolage avait fait émerger la vérité. Il suffisait de patience et d'être prêt à chercher là où d'autres refusaient. Market Arrow, autrefois un lieu au rythme joyeux et aux routines familières, semblait désormais perturbé, même dans ses silences. Les rumeurs du cambriolage de la boutique de Madame Harper ne s'étaient peut-être pas estompées. Au contraire, elles avaient renforcé la conviction du village que la mort de Lydia Arkwright n'était pas un accident. Pourtant, au lieu de réduire les soupçons, l'incident les avait élargis. Les villageois, confrontés à l'idée d'un empoisonneur parmi eux, se regardaient désormais avec un malaise renouvelé. L'agent Hughes fit de son mieux pour réagir, même si chaque jour le laissait plus perplexe. Il se mit à patrouiller dans la rue principale le soir, comme si sa présence pouvait décourager de nouveaux agissements.
Mais le seul résultat fut que les villageois curieux trouvèrent davantage d'occasions de lui poser des questions. Son carnet s'enrichit, mais les entrées étaient pleines de contradictions. Il avait même plus de suspects qu'avant. Ce fut Madame Linton, l'épouse du vicaire, qui apporta la première nouvelle révélation. Un après-midi humide, autour d'un thé avec Mademoiselle Marple, elle confia à voix basse que Lydia avait fait allusion à une terrible affaire liée à un scandale ancien dans le village. Elle disait qu'elle pouvait ruiner la réputation de quelqu'un si elle le voulait, murmura Madame Linton les yeux écarquillés. Elle ne m'a jamais dit qui, bien sûr, mais la façon dont elle l'a dit, oh Jane, m'a donné des frissons. Crois-tu qu'on l'a réduite au silence avant de pouvoir parler? Mademoiselle Marple hocha simplement la tête d'un air pensif, les doigts légers sur sa tasse de thé. De telles vantardises, elle le savait, contenaient souvent un fond de vérité. Le soir venu, cette rumeur de scandale s'était répandue comme une traînée de poudre. L'imagination du village proposait une douzaine de possibilités. Certains affirmaient que Lydia parlait du fleuriste, d'autres du marguillier, d'autres encore murmuraient à propos du jeune employé de la poste. Chaque suggestion était si exagérée qu'elle ne ressemblait plus guère à la remarque initiale. Pourtant, Miss Marple gardait l'information en tête, considérant son harmonie avec l'odeur amère des pavés et le cambriolage inopportun. Pendant ce temps, un autre secret se fit jour. Le colonel Fitzroy, qui avait proclamé haut et fort que l'empoisonnement était la méthode de mise à mort, fut surpris en pleine discussion animée avec le docteur Selby. Bien que les détails fussent confus lors du récit, l'essentiel était clair. Le colonel avait un jour cherché à obtenir une ordonnance pour une potion médicinale susceptible de calmer ses nerfs, et Lydia l'avait découverte. Elle l'avait taquiné publiquement lors d'une réunion du comité, insinuant qu'il avait besoin d'être calmé. Ce fut une humiliation que le colonel ne pardonna jamais. Et malgré ses fulminations dans le salon, certains commencèrent à se demander si son empressement à annoncer l'empoisonnement relevait moins de la déduction que de la distraction. Miss Marple réfléchit à cela avec une attention discrète. L'humiliation, elle le savait, était un motif puissant. Un homme fier exposé pouvait être dangereux, et Lydia n'avait guère retenu ses plaisanteries. Pourtant, le colonel avait un tempérament ouvert et fanfaron. Elle se demandait s'il possédait la subtilité nécessaire à une méthode aussi discrète qu'un poison. Un autre fil conducteur émergea lors de la visite de Miss Marple au bureau de poste. Le jeune monsieur Clark, pâle et distrait, gérait son courrier d'une main maladroite. Lorsqu'un colis faillit lui échapper des mains, elle le lui remit en place avec un sourire tendre. « Vous êtes occupé ces jours-ci, je vois, » remarqua-t-elle doucement. Son rougeur s'accentua, et il marmonna quelque chose comme de la fatigue. Pourtant, Miss Marple remarqua les cernes sous ses yeux et la façon dont son regard vacillait lorsque la mort de Lydia était évoquée par d'autres personnes dans la file d'attente. Le jeune homme cachait quelque chose, mais restait à déterminer si cela concernait Lydia ou simplement ses propres affaires. En milieu de semaine, le village était submergé de nouveaux soupçons. Barton restait suspect pour son caractère, Prowse pour son orgueil, Madame Harper pour ses larmes, le colonel pour son humiliation, et le jeune Clark pour sa nervosité. Même le docteur Selby, avec ses manières évasives, n'était pas à l'abri des murmures. Market Harrow, autrefois soudé par le bon voisinage, ressemblait désormais à un réseau d'yeux, chacun se regardant avec doute. Miss Marple, cependant, traversait tout cela avec le même calme et la même douceur que d'habitude. Elle s'arrêtait pour admirer les chrysanthèmes, écoutait les dernières théories de Madame Bartlett et sirotait du thé avec Madame Linton, tout en rassemblant ses observations. Ce qui la frappait le plus, c'était le nombre de villageois qui parlaient non seulement de la mort de Lydia, mais aussi de leur peur d'être démasqués. Il semblait qu'elle connaissait plus de secrets qu'on ne le pensait, et les secrets, une fois menacés de révélation, pouvaient pousser à des actes désespérés. Un soir, assise au coin du feu, Miss Marple tricotait. Elle songea à l'étrange symétrie des événements. Lydia avait emporté un paquet d'épices à sa mort, dont certaines sentaient la médecine. Quelques jours plus tard, la boutique de Madame Harper avait été cambriolée et seuls des bocaux aux propriétés médicinales avaient été volés. L'évocation d'un vieux scandale et de récentes humiliations avait refait surface, élargissant le champ des motivations. Pour la plupart, ces éléments semblaient distincts. Pour Miss Marple, ils laissaient entrevoir un motif encore invisible, mais néanmoins réel. Le lendemain matin, l'agitation redoubla. Une lettre était arrivée au presbytère, glissée sous la porte pendant la nuit. Elle ne portait aucun nom, seulement un court message à l'écriture tremblante. Elle fut réduite au silence, car elle en savait trop. Une fois découverte,
La lettre anonyme devint le sujet de conversation du village en quelques heures. Certains insistèrent sur le fait qu'elle confirmait leurs soupçons envers Barton, d'autres envers Prowse, d'autres encore envers le colonel. L'agent Hughes, le visage rouge, déclara qu'il s'agissait d'une farce enfantine, mais son air nerveux trahissait son émotion. Miss Marple, lorsque Madame Linton lui montra le mot, le regarda calmement. « Oui, dit-elle en joignant les mains. On réduit souvent au silence ceux qui en savent trop. Mais la question, ma chère, est de savoir ce qu'il savait exactement, et qui le craignait le plus. » Elle n'en dit pas plus, même si son regard se fit pensif tandis qu'elle traçait l'écriture tremblante. Une lettre anonyme, elle le savait, en disait souvent plus sur son auteur que les mots eux-mêmes. À la fin de la semaine, Market Harrow était un lieu en proie aux spéculations. Les portes étaient verrouillées plus tôt, les rideaux tirés plus tôt, et pourtant les ragots ne cessaient jamais. Dans les cuisines, les salons et le petit salon douillet du Crown and Angel, les villageois répétèrent les mêmes questions avec une urgence toujours plus grande. Qui avait empoisonné Lydia? Qui s'était introduit chez le fleuriste? Et maintenant, qui avait écrit la lettre? Chaque rebondissement les éloignait un peu plus de la certitude, tandis que Miss Marple, dans son cottage tranquille, se rapprochait de plus en plus de la vérité. Elle était assise sur sa chaise, son tricot posé de côté, le regard fixé sur la lueur du feu qui vacillait contre les murs. Elle pensait à la langue acérée de Lydia, aux ennemis qu'elle s'était faits et aux secrets qu'elle avait révélés. Elle pensait à l'humiliation, à la fierté, au ressentiment et à la peur, et elle pensait aussi aux plus petits détails, l'odeur des épices, les pots choisis sur l'étagère du fleuriste, la façon étrange dont le châle avait glissé. Ces bagatelles, inaperçues de la plupart, formaient peu à peu un motif dans son esprit. La vérité, sentait-elle, était presque à portée de main. Mais pour l'instant, elle attendait, patiente et vigilante, comme seule Miss Marple pouvait le faire. La lettre anonyme avait perturbé Market Harrow d'une manière inattendue. Pour certains, elle confirmait ce qu'ils croyaient déjà. Lydia Arkwright avait été volontairement réduite au silence. Pour d'autres, c'était un signe de malice, une cruelle tentative d'attiser la peur là où le chagrin persistait déjà. Pourtant, quelle que soit l'interprétation choisie, le résultat fut un même soupçon renforcé, enserrant le village dans un filet de doute. L'agent Hughes faisait de son mieux pour paraître aux commandes, mais son incertitude grandissait de jour en jour. Ses interrogatoires n'apportaient aucune précision, ses patrouilles aucune nouvelle preuve. Il avait même demandé conseil à l'inspecteur du comté, mais l'arrivée des secours restait incertaine. En attendant, Hughes s'appuyait fortement sur l'hypothèse que le coupable devait être l'un des villageois dont les rumeurs avaient déjà parlé. Les suspects évidents, Barton, Prowse, Madame Harper et même le colonel Fitzroy, restaient dans ses notes, les noms circulant sans jamais être résolus. Miss Marple, quant à elle, traversait les journées avec son calme habituel. Elle s'arrêtait à la boulangerie, admirait les chrysanthèmes dans la vitrine du fleuriste et écoutait les constantes angoisses de Madame Linton. Pourtant, sous son air doux, son esprit travaillait sans relâche. Elle avait suffisamment observé pour savoir que le véritable meurtrier ne se révélait pas dans de bruyantes disputes ou des griefs publics, mais dans les détails insignifiants de son comportement et des circonstances que d'autres oubliaient. C'est dans cet esprit que Miss Marple décida de se lancer dans une petite expérience. Elle savait par expérience que les coupables se trahissaient souvent non pas par des paroles, mais par des réactions. Un regard insouciant, un moment de défensive, l'empressement à corriger ce qui n'avait pas été accusé, tout cela en disait plus que des aveux. C'est donc avec une détermination tranquille qu'elle entreprit de vérifier la vérité. L'occasion se présenta un soir au presbytère, où Madame Linton avait réuni quelques voisins sous prétexte de discuter d'une vente de charité imminente. Ce n'était, en réalité, guère plus qu'un prétexte pour parler de Lydia et du mystère qui régnait, mais cela convenait parfaitement à Miss Marple. Étaient présents M. Barton, M. Prowse, raide et rouge, Madame Harper, digne et froide, le colonel Fitzroy, pâle et réservé, et le jeune M. Clark, du bureau de poste bruyant et agité, assis nerveusement au bord de l'assemblée. Le thé fut servi, et la conversation dérivait bientôt vers le refrain familier de la mort de Lydia. Madame Linton se tordit les mains, déclarant que c'était tout à fait anormal. Barton marmonna sur la bêtise d'une suspicion constante. Le colonel proclama de nouveau que le poison était la seule explication. Chacun reprit sa partie dans ce cœur de spéculation. C'est alors que Miss Marple prit la parole, d'une voix douce et presque distraite. « C'est curieux, dit-elle en remuant son thé avec délicatesse, que la pauvre Lydia,
et transporté ces épices au moment même où elle s'est effondrée. On se demande comment elle les a trouvées. Pas le genre qu'on achète dans un stand ordinaire, je crois. Ses mots étaient simples, comme si elle était perplexe devant une recette. Pourtant, en levant les yeux de sa tasse de thé, elle observa attentivement chaque visage. Barton fronça les sourcils, confus, comme s'il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Prowse raidit, mais ne dit rien. Le colonel grogna avec impatience, déclarant que cela n'avait aucun rapport. Madame Harper pâlit, les mains tremblantes tandis qu'elle ajustait son châle, et le jeune monsieur Clark se déplaça brusquement, son regard plongeant vers le bas, ses doigts crispés sur sa tasse. C'était un geste insignifiant, mais pour Miss Marple, il était plus révélateur que n'importe quelle protestation. Elle laissa tomber l'affaire, comme si elle n'avait rien remarqué. La conversation continue, revenant au cambriolage chez le fleuriste et à la mystérieuse lettre. Mais Miss Marple, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement sur ses genoux, avait déjà marqué ce dont elle avait besoin. Le coupable, elle le savait, ne maîtrise pas toujours sa réaction instinctive face au danger, et dans ce bref instant d'inattention, elle avait entrevu la peur là où il n'aurait pas dû y en avoir. Plus tard, tandis que le groupe se dispersait dans la brume du soir, Madame Linton se tourna vers Mademoiselle Marple. « Vous êtes si calme, Jane. Comment pouvez-vous supporter toute cette méchanceté autour de nous ?» Mademoiselle Marple sourit doucement. « On s'habitue, ma chère. La nature humaine est très semblable, en temps de paix comme en temps de trouble. Chacun se comporte selon ses petites habitudes, et parfois, ces petites habitudes nous disent tout ce que nous avons besoin de savoir. » Madame Linton, ne comprenant pas bien la remarque, soupira et lui souhaita bonne nuit. Miss Marple rentre lentement chez elle par le chemin tranquille. La brume était basse et le village silencieux, à l'exception des aboiements lointains d'un chien et du grincement d'un portail dans le vent. Elle pensa à Lydia, à sa langue acérée qui lui avait valu des ennemis, et à sa curiosité qui avait révélé des secrets. Elle pensa au cambriolage, trop net pour être une coïncidence, et à la lettre, trop vague pour servir, si ce n'est comme une distraction. Et elle pensa aux petits gestes qu'elle avait vus au presbytère, la peur, la défensive, l'empressement à renvoyer. Ce n'étaient pas des preuves, pas encore, mais c'étaient les prémices d'une certitude. De retour à son chalet, elle posa son tricot et se servit une tasse de thé. Son esprit était serein, sa ligne de conduite claire. Le moment approchait où elle devrait agir, avec douceur mais détermination. Elle n'accuserait pas ce qui n'était pas son genre. Au contraire, elle observerait, testerait et attendrait que les coupables se révèlent sans l'ombre d'un doute. Ce n'était, elle le savait, qu'une question de patience. Pour le village, le mystère restait confus, chaque nouvelle révélation ajoutant à la confusion plutôt qu'à la clarté. Mais pour Miss Marple, les fils commençaient à s'aligner. Le motif était flou, encore incomplet, mais suffisamment visible pour qu'elle le suive. Bientôt, pensait-elle, très bientôt, la vérité éclaterait. En attendant, elle resterait discrète, observant avec un regard doux et inoffensif sans rien manquer. La brume persista à Market Harrow pendant une grande partie du lendemain, atténuant les contours des chaumières et des haies, comme si le village lui-même souhaitait dissimuler ses secrets. Pourtant, le brouillard ne parvenait guère à apaiser la curiosité insatiable de ses habitants. La mort de Lydia Arkwright était désormais plus qu'une tragédie. C'était un drame dans lequel chaque villageois jouait un rôle, qu'il fût témoin, suspect ou commentateur. Et comme dans tout drame, l'attente d'une résolution s'intensifiait d'heure en heure. L'agent Hughes, le pauvre, était le plus touché. Il marchait, les sourcils froncés, l'air d'une autorité forcée, évoquant les pistes d'enquête et les progrès imminents, même s'il était en réalité aussi perplexe que les autres. Sa confiance en Barton et Prowl avait été ébranlée par le cambriolage et la lettre. Il naviguait maintenant avec inquiétude entre les suspects, ne sachant à qui se fier. Les fanfaronnades du colonel, les larmes de Madame Harper, la nervosité du jeune Clark, tout cela pouvait indiquer une culpabilité, mais rien ne constituait une preuve. L'agent s'occupa donc de prendre des notes, espérant que l'écriture lui apporterait un jour des éclaircissements. Miss Marple, cependant, voyait les choses différemment. Pour elle, l'affaire avait dépassé le stade de l'accumulation de soupçons. Le temps était venu d'examiner ce qui se cachait derrière, car les ragots, elle le savait, étaient comme de la fumée. Ils dérivaient, s'étendaient et changèrent de forme, mais ils laissaient toujours entrevoir le feu qui les cachait. Et à Market Harrow, elle sentait la chaleur d'un mystère longtemps caché,
que Lydia avait peut-être découvert avant sa fin prématurée. C'est dans cet état d'esprit que Miss Marple accepta une invitation à prendre le thé chez Madame Harper. La fleuriste, pâle et tendue, semblait impatiente de s'expliquer. « Je n'ai rien à cacher, Miss Marple », insista-t-elle en disposant des tasses d'une main tremblante. « Oui, j'avais des pots d'herbes aromatiques et autres. Rien d'illégal, je vous l'assure. Ils servent à conserver les fleurs, pas à nuire aux gens. Le cambriolage a été terrible pour moi. Il a ruiné ma réputation. » Elle ravala ses larmes, la voix brisée. « J'ai peur qu'on ne me fasse plus jamais confiance. » Miss Marple écoutait avec sympathie, remarquant la sincérité des manières de Madame Harper. Elle remarqua aussi combien souvent la femme jetait des coups d'œil vers l'arrière-boutique, comme si elle attendait quelque chose, quelqu'un allait apparaître. L'anxiété, songea Miss Marple, n'était pas synonyme de culpabilité. Pourtant, l'anxiété pouvait suggérer une connaissance trop dangereuse pour être énoncée à voix haute. Elle résolut de surveiller de près. L'après-midi suivant, le village se rassembla à l'église pour une cérémonie commémorative en l'honneur de Lydia. Ce ne fut pas un moment de deuil universel. Nombreux furent ceux qui eurent du mal à pleurer Lydia, mais c'était l'occasion de paraître solennel, et les apparences comptèrent profondément à Market Harrow. L'église était pleine, l'air chargé d'encens et de murmures. Le pasteur parla avec ferveur de la charité chrétienne, exhortant au pardon, bien que sa voix tremblait légèrement, comme s'il sentait lui aussi le regard soupçonneux braqué sur lui. Miss Marple observait tout depuis son banc, au fond de la salle. Elle vit Barton remuer, mal à l'aise, lorsque le vicaire parla de colère. Elle vit Prowse lever le menton d'un air de défi lorsqu'il fut question de pardon. Elle remarqua le mouchoir humide de larmes de Madame Harper, le battement incessant de sa canne du colonel, et la tête baissée du jeune Clark, les épaules voûtées comme s'il portait un poids trop lourd pour son âge. Chaque geste, chaque regard était un fil, et ensemble, ils tissaient la tapisserie de la vérité. Après la messe, les villageois se déversèrent dans le cimetière, où les conversations reprirent avec vigueur. Le colonel Fitzroy déclara haut et fort que le gendarme devait agir avant que le scélérat ne frappe à nouveau. Barton marmonna que les honnêtes gens souffraient sans raison. Prowse garda un silence glacial, interprété par certains comme de la dignité, par d'autres comme de l'arrogance. Et le jeune Clark s'éclipsa rapidement, comme s'il craignait d'être remarqué. Miss Marple, debout avec Madame Linton près du cimetière, le regarda partir avec son air habituel de douceur. Elle avait déjà décidé que son comportement méritait un examen plus approfondi. Ce soir-là, le petit salon du Crown and Angel était plus bondé que jamais. Les hommes parlaient à voix basse et pressante, comme s'ils craignaient que leurs paroles ne se propagent au-delà des murs. Les théories se multipliaient. Lydia avait découvert un détournement de fonds, était tombée sur une histoire d'amour, avait menacé les moyens de subsistance de quelqu'un. Chacun croyait son histoire plus plausible que les autres. Pourtant, au milieu de tout ce brouhaha, personne n'envisageait la possibilité que le paquet d'épices de Lydia, ce petit détail négligé, puisse détenir la clé. Miss Marple, tranquillement assise chez elle avec son tricot, ne pensait à rien d'autre. Elle se souvenait de l'odeur âcre sur les pavés, de cette poudre qu'elle avait reconnue comme médicinale. Elle se souvenait de la langue acérée de Lydia, de sa vantardise d'en savoir plus que les autres ne le pensaient, et de la soudaine chute de son châle. Et elle se souvenait aussi du cambriolage qui semblait moins relever du vol que d'une tentative de changer l'opinion publique. Ces détails, insignifiants en eux-mêmes, commençaient à s'harmoniser avec une clarté que peu d'autres pouvaient percevoir. Pourtant, Miss Marple restait prudente. Accuser trop tôt ne ferait que susciter du bruit et de la résistance. Les coupables, elle le savait, se démasquèrent souvent si on leur laissait suffisamment de temps et une incitation appropriée. Elle résolut donc d'attendre encore un peu, de tester ses observations avec une patience tranquille. Car le cœur de la vérité, bien que presque à sa portée, nécessitait encore un dernier coup de pouce. Les villageois, cependant, se montrèrent moins patients. Certains réclamèrent des arrestations, d'autres des enquêteurs extérieurs. La peur s'intensifia, les soupçons s'alourdirent. Pourtant, au milieu de la tourmente, Miss Marple demeura calme, le regard doux, les manières douces. Pour l'observateur non averti, elle ressemblait à une vieille dame inoffensive, satisfaite de son tricot, mais intérieurement, elle rassemblait des fils, les tissant selon un motif qu'elle seule pouvait voir. Le village était au bord de la révélation, sans le savoir. Chaque jour qui passait rapprochait les coupables de la dénonciation. Et Miss Marple, avec sa tranquille certitude, se préparait au moment où le fil conducteur se mettrait en place.
Bientôt, pensait-elle, très bientôt, la vérité sortirait de l'ombre pour faire place à la lumière. La tension à Market Harrow avait atteint son paroxysme. Les rumeurs ne tenaient plus et la population exigeait des réponses. L'agent Hughes, épuisé par les déclarations contradictoires et les ragots incessants, décida de convoquer une réunion à la salle paroissiale. Il espérait qu'en réunissant les principaux responsables, la situation pourrait enfin s'éclaircir. En réalité, il n'avait guère d'autre projet que de paraître maître de la situation. Pourtant, c'était précisément l'occasion qu'attendait Miss Marple. Ce soir-là, sous la lueur vacillante des lampes, la salle se remplit de visages inquiets. M. Barton était assis, raide, à une extrémité, les mains jointes sur ses genoux. M. Prose prit place avec une dignité glaciale, les lèvres pincées. Mme Harper, pâle et anxieuse, tordait son mouchoir jusqu'à le déchirer. Le colonel Fitzroy marmonnait pour lui-même, tapotant sa canne avec impatience, tandis que le jeune M. Clark rôdait à l'écart de l'assemblée, évitant tout regard. Mme Linton et quelques autres villageois étaient assis au fond, témoins impatients de ce qui promettait une soirée mémorable. L'agent Hughes s'éclaircit la gorge et commença par les phrases habituelles sur l'ordre et l'enquête. Il parle de la gravité de la mort de Lydia Arkwright, des soupçons suscités par le cambriolage et de la détresse causée par la lettre anonyme. Ces paroles, cependant, manquèrent de poids. Les villageois écoutèrent poliment, mais avec inquiétude, le regard perdu dans le vague. Puis, alors que le silence menaçait de devenir inconfortable, Miss Marple prit la parole. Sa voix était douce, presque désolée. « Si vous voulez bien pardonner à une vieille dame de s'immiscer, je me demande si je pourrais vous faire quelques observations. J'ai pensé à la pauvre Lydia et aux curieux détails de son dernier jour. » La pièce se tut aussitôt. Même Hughes, bien que troublé, acquiesça. Les villageois, même s'ils la laissèrent de côté au passage, avaient appris depuis longtemps que lorsque Miss Marple parlait avec douceur, elle en disait souvent plus qu'on ne le pensait. Elle commença simplement. On a beaucoup parlé de querelles d'humeur et d'orgueil blessé. Pourtant, les querelles sont courantes dans les villages, n'est-ce pas? On s'enflamme, on se calme, on oublie. Non, je pense que la vérité ne réside pas dans les querelles publiques, mais dans les peurs intérieures. Lydia, comme nous le savons tous, avait le don de découvrir des choses que les gens auraient préféré qu'elle ignore. Et c'est, je crois, ce qui lui a coûté la vie. Le colonel s'agita, mal à l'aise. Barton rougit et Mme Harper s'essuya les yeux. Mais le regard de Mlle Marple était fixe, ses manières aussi douces que d'habitude. Le matin du marché, Lydia portait un paquet d'épices. En tombant, ce paquet s'éparpilla sur les pavés. La plupart le trouvèrent sans importance. Mais j'en remarquai l'odeur. Ce n'était pas la chaude fragrance de cannelle ou de muscade. C'était amer, piquant, indéniablement médicinal. Cela me suggéra que ce qu'elle transportait n'était pas destiné à sa cuisine, mais à quelque chose de bien plus dangereux. Un murmure parcourut le couloir. Hughes fouillait dans son carnet, essayant de suivre le rythme. Miss Marple continue sans se presser. Puis vint le cambriolage chez Mme Harper. Les bocaux volés n'étaient pas aléatoires. C'étaient précisément ceux qu'on pouvait prendre pour des médicaments ou utiliser comme tels. Pour la plupart, cela prouvait la théorie du poison. Mais pour moi, c'était un peu trop clair. Quelqu'un voulait que nous croyions tous au poison, pour renforcer les soupçons là où ils étaient déjà. Mme Harper haleta doucement, la main pressée contre sa bouche. Le colonel frappa du poing avec sa canne, déclarant que c'était scandaleux. Barton murmura « J'ai toujours dit que c'était trop commode ». Mais Miss Marple leva doucement la main, et la pièce se tut à nouveau. Puis il y avait la lettre glissée sous la porte du presbytère. Elle a été réduite au silence parce qu'elle en savait trop. C'était aussi commode, n'est-ce pas? Cela confirmait les soupçons, mais ne nous disait rien. En réalité, c'était conçu pour induire en erreur. Quand on s'efforce trop de façonner l'opinion des autres, on révèle souvent sa propre culpabilité. Son regard, toujours doux, se posa sur le jeune M. Clark. Il était assis, raide, le visage pâle, les mains crispées. Les autres suivirent son regard, certains confus, d'autres comprenant peu à peu. Le jeune homme déglutit difficilement, la voix brisée, balbutiant. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Le ton de Miss Marple resta doux. « Mais vous, oui, Monsieur Clark, vous avez réagi l'autre soir quand j'ai parlé des épices de Lydia. Cela vous a surpris, même si personne d'autre n'a compris ma remarque. Et j'ai appris depuis que Lydia avait fait allusion à des irrégularités à la poste. Elle aimait trop ce genre d'allusion. Elle en parlait trop facilement.
et elle ne les aurait pas gardés longtemps pour elle. Vous craignez qu'elle vous dénonce, n'est-ce pas? Un silence stupéfait emplit la salle. Le colonel cessa ses fanfaronnades en plein souffle. Barton se pencha en avant, les yeux écarquillés. Madame Harper murmura « Oh mon Dieu !» L'agent Hughes pâlit, sa plume lui glissait des doigts. La protestation de Clark était faible, peu convaincante. Ce n'était qu'une erreur dans les comptes. Rien de grave. Elle menaçait de me ruiner. Ses épaules s'affaissèrent, le combat l'abandonnant. Je n'avais jamais voulu dire ça, mais ses mots vacillèrent, brisés par le poids de ce qu'il avait avoué. La voix de Miss Marple, bien que toujours douce, exprimait une fermeté qui ne supportait aucun déni. Vous vouliez la réduire au silence, et vous l'avez fait. Vous avez utilisé ce qu'elle portait, ce que vous pensiez passer inaperçu dans l'agitation du marché. Et puis, lorsque la peur a grandi, vous avez cherché à vous couvrir avec le cambriolage et la lettre. Mais en vérité, ces actes mêmes vous ont trahi. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par les sanglots étouffés de Madame Linton. L'agent Hughes, se ressaisissant, se leva avec un air d'autorité qu'il n'avait jamais manifesté auparavant. « Monsieur Clark, dit-il gravement, je vous prie de m'accompagner. » Le jeune homme hocha faiblement la tête, le visage blême, le pas hésitant, tandis qu'on l'emmenait hors du hall. Les villageois restèrent stupéfaits, les murmures ne s'élevant qu'après la fermeture de la porte. Barton marmonna qu'il n'avait jamais soupçonné le garçon. Prowse secoua la tête, murmurant à propos de sa jeunesse gâchée. Madame Harper, pâle mais soulagée, murmura une prière, et le colonel Fitzroy, inhabituellement calme, remarqua que mademoiselle Marple en avait vu plus que n'importe lequel d'entre eux. Miss Marple, cependant, ramassa simplement son sac à tricot. Son expression était douce, son regard pensif. Aucune trace de triomphe ne transparaissait dans ses manières, seulement une tristesse discrète. Car au fond d'elle-même, elle savait la vérité. Elle l'avait toujours su. Sous la surface de chaque village se cachait le même mélange d'orgueil, de peur et de faiblesse. Lydia Arkwright avait trop violemment attisé ses tensions, et un jeune homme, effrayé par la disgrâce, avait laissé le désespoir le mener au meurtre. Alors que la salle se vidait dans la nuit brumeuse, Market Harrow semblait apaisée. La vérité était enfin apparue, mais elle n'apportait aucun réconfort. Miss Marple rentre lentement chez elle, le pas assuré, le regard pensif. Le village allait reprendre ses habitudes, comme toujours. Mais elle savait que ce ne serait plus tout à fait pareil. Une ombre était tombée, et même si le temps l'adoucissait, elle ne s'effacerait jamais complètement. Dans les jours qui suivirent la révélation à la salle paroissiale, Market Harrow semblait apaisé, comme si l'air même portait le poids de ce qui avait été découvert. La vérité, une fois dite à voix haute, ne pouvait être niée, mais elle laissait derrière elle une pesanteur que personne n'avait vraiment anticipée. Un village habitué aux petites querelles et aux bavardages entre voisins se retrouva désormais plus calme, chaque conversation étant mesurée, chaque mot choisi avec soin. L'arrestation du jeune monsieur Clark fit des vagues dans toutes les rues et tous les magasins. Certains hochèrent la tête, déplorant la folie de la jeunesse. D'autres murmurèrent que leur ambition avait mal tourné. Certains le plaignirent profondément, se souvenant de son visage pâle derrière le comptoir de la poste, tandis que d'autres le condamnèrent sans pitié. Pourtant, même ceux qui le jugeaient sévèrement parlaient à voix basse, car sa culpabilité les avait tous déstabilisés. Ce n'était pas un étranger, pas un inconnu en manteau marron, mais l'un des leurs, quelqu'un qu'ils saluaient quotidiennement, dont la présence avait été autrefois aussi banale que le son de la cloche de l'église. L'agent Hughes, soudain investi du rôle de celui qui avait présidé à la résolution du problème, affichait un sérieux renouvelé. Il répétait souvent l'histoire des aveux de Clark, ajoutant des détails qui le présentaient sous un jour plus stable que celui dont se souvenaient les villageois. Rares étaient ceux qui lui reprochaient cette tentative de dignité, car il comprenait la tension qu'il avait endurée. L'inspecteur du comté arriva 2 jours plus tard, mais l'affaire était déjà close. Hughes fut félicité, même s'il admettait en privé à Madame Linton que c'était la perspicacité de Mademoiselle Marple qui avait démêlé l'affaire. Madame Linton, à son tour, répéta cela à la moitié du village, jusqu'à ce qu'il soit généralement admis que la vieille fille tranquille au bord du pré avait vu plus clair que quiconque. La vie reprit son cours, mais pas tout à fait comme avant. Les pommes de Barton remplissaient à nouveau son étal, même si les clients le regardaient avec une sympathie renouvelée, plutôt qu'avec suspicion. Prowse retourna à ses comptes paroissiaux, sa dignité blessée, mais intacte.
Madame Harper rouvrit sa boutique, et peu à peu les villageois revinrent chercher des fleurs, sans jamais oublier les semaines de regards froids et de doutes murmurés. Le colonel Fitzroy, atténué par le souvenir de ses fanfaronnades, devint inhabituellement silencieux pendant un moment, mais il ne fallut pas longtemps avant que sa voix ne résonne à nouveau dans le confort du Crown and Angel. La maison Arkwright régnait dans un silence solennel, les fenêtres souvent closes. Lydia avait été une femme difficile, admirée par certains et détestée par d'autres, mais elle était partie, et son absence se faisait sentir. Les comités qu'elle dirigeait autrefois se réunissaient dans un silence gêné, sa chaise étant restée vide, rappelant à quelle vitesse des paroles acerbes pouvaient se transformer en silence. Certains la pleuraient, d'autres se contentaient de constater sa disparition. Mais tous en étaient transformés. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations avec son calme habituel. Elle s'occupait de son jardin, se promenait dans la rue principale et saluait ses voisins. Pourtant, ceux qui l'observaient attentivement auraient pu remarquer un respect nouveau dans la façon dont on lui parlait, une reconnaissance discrète d'avoir vu ce que les autres avaient manqué. Elle ne recherchait pas la reconnaissance, ni ne la savourait, mais l'acceptait avec sa grâce habituelle. Un après-midi, Madame Linton lui rendit visite avec un panier de scones, impatiente de se confier. « Jane, je ne peux m'empêcher d'y penser. Dire que c'était la jeune Clark, si calme, si polie. On se demande, n'est-ce pas, à quel point nous connaissons peu ceux qui nous entourent ?» Miss Marple servit le thé, l'air serein. « Oui, ma chère. On se souvient que ce sont souvent les plus discrets qui portent que les plus lourds fardeaux. La peur du déshonneur, la peur d'être exposé, tout cela pèse sur l'esprit. Cela conduit parfois à des actes désespérés. » Madame Linton frissonna, sa cuillère cliquetant dans sa tasse, mais le ton de Miss Marple resta doux, comme si elle parlait non pas de meurtre, mais du temps. À mesure que l'automne s'installait, le marché reprit son cours, bien que l'animation fût plus contenue. Les étals bordèrent à nouveau la place, paniers de pommes, pots de miel et rouleaux de tissu. Pourtant, chaque recoin portait le souvenir de la chute de Lydia, et personne ne pouvait rester devant l'étal de tissu sans se remémorer le moment où elle s'était effondrée. Le temps adoucirait ce souvenir, comme toujours, mais pour l'instant, il restait vif, une leçon gravée au cœur du village. Un jour de marché, Miss Marple s'arrêta pour acheter des chrysanthèmes. Madame Harper, lui tendant les fleurs, hésita avant de parler. « Miss Marple, dit-elle doucement, je voudrais vous remercier. Sans vous, je crains que les soupçons ne m'aient ruiné. Je vous dois plus que je ne peux le dire. » Miss Marple sourit gentiment. « Vous ne me devez rien, ma chère. Il s'agissait seulement de remarquer les petites choses, des broutilles, comme on dit. La nature humaine se révèle à nous si l'on observe en silence. » Madame Harper hocha la tête, sans toutefois bien comprendre. Rares étaient ceux qui comprenaient. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle pensait à Lydia, ambitieuse et à la langue acérée, anéantie par sa propre curiosité et les ressentiments qu'elle suscitait. Elle pensait à Clark, jeune et effrayé, poussé par le désespoir plutôt que par la malice. Et elle pensait aussi aux villageois, chacun ayant révélé quelque chose d'eux-mêmes dans leurs ragots et leurs soupçons. Orgueil, envie, peur, humiliation, tels étaient les fils qui tissaient la trame de la vie humaine, aussi constant que le changement des saisons. Le feu crépitait, projetant une douce lueur dans la pièce. Miss Marple sirotait son thé, l'air pensif. « C'est toujours pareil, » murmura-t-elle doucement, même si personne n'était là pour l'entendre. On imagine le mal comme quelque chose de grandiose et d'inhabituel, mais en réalité, il naît le plus souvent de peurs ordinaires, de faiblesses ordinaires. C'est pourquoi il faut toujours prêter attention aux petits détails, car ce sont les petits détails qui nous révèlent qui nous sommes vraiment. Dehors, la brume recouvrait à nouveau la place du village, et la cloche de l'église sonnait l'heure. La vie à Market Harrow continuait, emplie de tristesse mais régulière. Et dans son cottage tranquille, Miss Marple se remit à tricoter, les yeux brillants, l'esprit clair. Elle n'avait nul besoin d'éloge, nul désir de gloire. Il lui suffisait de savoir que la vérité avait été découverte et que pour l'instant, le village pouvait se reposer. Le mystère était levé, même si les leçons en resteraient là. Et Miss Marple, toujours observatrice, toujours douce, restait assise en silence, réfléchissant à la nature humaine avec la certitude sereine de celle qui la comprenait mieux que quiconque.